Europe 1. Il est 8h15. Patrick Cohen, votre invité, est un célèbre avocat pénaliste. Bonjour Éric Dupond-Moretti. Bonjour Patrick Cohen. L'avocat célèbre et redouté que vous êtes se dévoile un peu plus encore dans ce dictionnaire de ma vie qui paraît dans quelques jours chez Kero, où on trouvera avec bonheur des anecdotes de procès, des souvenirs d'enfance, une plaidoirie, celle pour Abdelkader Mera, des portraits de quelques grands maîtres, Furbury, Vergès, des passions épicuriennes pour les cigares, le bon vin, le whisky, la gavuline, ou les spaghettis à l'ail et au piment, vous en donnez la recette précise, et puis les colères à la lettre E comme ENM, école de la magistrature, que vous voulez supprimer, on va en parler. R comme ces réseaux sociaux que vous n'aimez pas, T comme ton port, mouvement dont vous dénoncez les excès. Au fond, est-ce qu'on peut dire, Éric Dupond-Moretti, que vous détestez la justice qui s'exerce ou qui prétend s'exercer en dehors des prétoires? Oui, on peut le dire. Vous pouvez le dire. Et donc, particulièrement sur les plateaux de télévision et de radio? Je trouve qu'il y a une dérive qui est assez récente, au fond, où les jugements sont prononcés sur les chaînes d'information continue. Je pense que c'est tellement inquiétant qu'il faut légiférer. Qu'est-ce qu'on fait? On entend le procureur qui raconte tout le dossier, l'avocat qui dit que le procureur n'a pas raison, et puis alors on fait un plateau où l'on invite un ancien ou une ancienne magistrate à la retraite qui commente un dossier qu'elle ne connaît pas, un ancien policier qui ne connaît pas davantage le dossier, des avocats qui ne sont pas dans le dossier, et même des psychiatres qui parlent de la psychiatrie, du mise en examen qu'ils n'ont pas expertisé. Et là, comme je l'écris, c'est tapez 1, il est coupable, tapez 2, il est innocent, tapez 3, vous gagnez le voyage à Cayenne. Légiférer comment pour interdire quoi, Éric Dupond-Moretti? Pour revenir à ce que l'on faisait autrefois et qui me semble beaucoup plus sage, c'est-à-dire que les journalistes naturellement peuvent informer d'un crime, donner un certain nombre d'éléments, informer d'une interpellation, voilà, mais interdire que l'on fasse des procès publics, sans l'accusé, sans droit de la défense, que la présomption d'innocence soit à ce point bafouée. Je pense qu'il faut qu'on la préserve davantage, qu'on la sanctuarise. On a eu... alors tout ça, c'est la même époque, c'est le même air du temps. Nicolas Hulot, qui a été mis en cause dans des conditions que je trouve personnellement scandaleuses. Darmanin... Ça vous a choqué particulièrement, Nicolas Hulot? Oui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de dossier judiciaire? Parce qu'il n'y a pas l'ombre de l'once d'un élément judiciaire, et puis qu'on s'est autorisé pour le lancement d'un journal à crever l'honneur de cet homme, de sa famille, de ses proches. Je trouve ça monstrueux. Et Darmanin? Pareil. Il y a un dossier. On peut entendre. Les médias qui relatent ces affaires ont généralement le souci du contradictoire. Et c'est de donner la parole aux différentes parties. Et d'ailleurs, dans l'un des dossiers, dans la dérive que vous dénoncez, certains de vos confrères se sont prêtés à cela. Les aveux de Jonathan Daval ont été annoncés par son propre avocat. Oui, mais je trouve pas ça formidable. Ils ont même été annoncés par son propre avocat avant même que la garde à vue démarre. Bon. Je trouve pas ça formidable, non. Donc vous voulez qu'on fasse une loi pour renforcer encore le secret de l'instruction? Ou pour le confirmer? Les avocats ont une liberté totale de parole, mais il y a quand même un contrôle qui s'exerce par le truchement de l'ordre des avocats. Alors je ne sais pas si chez vous on peut faire la même chose. Certains journalistes avaient appelé de leur vœu, d'ailleurs, qui est une espèce de contrôle. Il ne s'agit pas du tout de censure, mais c'est pas possible que l'on puisse, comme ça, violer la présomption d'innocence sans aucun égard, sans aucun respect. En réalité, les médias ne sont pas responsables. D'abord, les médias, ça veut rien dire, c'est certains médias. Et puis, en réalité, ils donnent ce que le téléspectateur ou ce que l'auditeur a envie de voir ou d'entendre. Donc, c'est un jeu, vous savez, qui est à la fois il y a celui qui donne et il y a celui qui prend. Mais je pense qu'il est temps de réfléchir à ça. C'est plus possible qu'on fasse des plateaux. Et puis le temps judiciaire n'est pas le temps médiatique, évidemment, donc il faut respecter tout ça. Les médias, à votre avis, ne devraient pas diffuser les paroles de plaignants? Hier même, ici même, sur Europe 1, Tariq Ramadan était accusé par une troisième femme. Oui, pas davantage, non. Non. Que l'on relate une nouvelle plainte. J'ai vu d'ailleurs à propos de Ramadan le témoignage intégral d'une des plaignantes. Et alors le commentateur disait il persiste à nier en dépit de ce témoignage accablant. Non, il persiste pas à nier, il nie. Bon, après, j'en sais rien. Je suis pas l'avocat de Ramadan, je connais pas le fond du dossier, mais je dis qu'il a le droit aussi, comme chacun d'entre nous, à la présomption d'innocence. Quand la présomption d'innocence
le protège. La présomption d'innocence, le cas échéant, nous protégera et on ne peut pas jouer avec ça. Vous n'êtes pas l'avocat de Ramadan, est-il vrai que vous avez refusé de le défendre ? Je ne répondrai pas à cette question, je ne suis pas l'avocat de Ramadan. Je ne réponds pas à cette question parce que si je réponds à cette question, ça signifie que soit il m'a contacté, ce qui serait une violation du secret professionnel, soit qu'il ne l'a pas fait et vous comprenez, la réponse est la même. Vous ne le démentez pas en tout cas. Vous n'avez jamais malmené je ne suis pas son avocat. La présomption d'innocence, Éric Dupond-Moretti, Si. vous n'avez jamais défendu des parties civiles ? Mais bien sûr, non mais vous savez, on peut être respectueux des principes, on peut aussi parfois faillir. Je sais à quoi vous faites allusion. Faites allusion aux déclarations que j'ai pu faire lorsque certains de vos confrères ont été interpellés dans l'affaire du roi du Maroc. Éric Laurent, qui voilà, vous voyez, vous je me avait suis accusé pas... d'avoir fait chanter le roi du Maroc. Vous voyez, je ne me suis pas trompé, je Vous le lis défend- presque dans vos pensées. Formidable. Mais je vais vous dire pourquoi je l'ai fait. Parce que je savais ensuite que le corporatisme qui est le vôtre, nous avons notre corporatisme, les juges ont le leur, vous avez le vôtre, ferait en sorte qu'il serait plutôt bien défendu. Il a tellement bien été d'ailleurs qu'il a été beaucoup soutenu dans les médias, Éric Laurent. Pas au début, pardonnez-moi. Au début, il a été soutenu. Je me souviens même d'un plateau sur lequel il était seul. Alors c'est très facile, évidemment, quand on est seul, on ne risque pas d'être confondu. J'ai dit d'ailleurs, dans mes interventions, qui étaient un peu âpres, je le concède, puis-je même vous dire que je le regrette sans doute, mais j'avais quand même relaté qu'il était sorti de la réunion avec de l'argent liquide dans la poche, lui et Madame Gracier. Ça, je le regrette pas parce que c'est un fait avéré. La présomption d'innocence, Éric Dupond-Moretti, la culpabilité, l'innocence, le lecteur profane qui vous lira, je le disais avec forcément de l'intérêt, ce dictionnaire de ma vie sera sans doute surpris de lire que vous vous fichez de savoir si votre client est coupable ou innocent. La seule chose qui compte à vos yeux, c'est de le faire gagner. Vous dites, vous écrivez, l'acquittement c'est le but suprême, c'est la palme d'or de la justice, même si je pressens une culpabilité. Est-ce que vous pouvez expliquer cela ? Oui, c'est très simple. D'abord, si je sais qu'un homme que je dois défendre est innocent, c'est plus compliqué encore. Parce que là, alors, vous n'avez vraiment pas le droit à l'erreur. C'est une responsabilité écrasante. Mon métier, c'est pas de juger ceux que je défends. Je suis pas leur directeur de conscience. Ils vont rencontrer dans leur parcours judiciaire des policiers, des psychiatres, des juges, etc. Tout ça va être réglé de façon assez sévère en ce qui concerne leur culpabilité. Mon métier, c'est de voir s'il existe des preuves. Rien d'autre. Et s'il n'y a pas de preuves, c'est l'acquittement qui s'impose. Oh, c'est pas moi qui le dis. Voltaire, à propos de l'affaire Calas, avait écrit qu'il valait mieux acquitter 100 coupables que de condamner un seul innocent. Et si on transige sur cette règle, alors on n'a rien compris. Et vous dites encore aujourd'hui, il vaut mieux un innocent en liberté que un innocent. Oui, ça c'est sûr. Ça, je le dis avec force. Oui. Il vaut mieux 100 coupables en liberté qu'un seul innocent en prison, pardon. Mais bien sûr. Vous dites, vous ne sommes jamais certains d'une culpabilité. Si. Dossier que vous avez plaidé il y a quelques semaines, Jérôme Cahuzac, vous savez qu'il est coupable, vous l'avez dit dans votre plaidoirie. Oui, j'ai pas demandé ça relax. Oui, vous avez plaidé pour qu'il n'aille pas en prison. Oui, parce que je pense que ce serait injuste qu'il aille en prison. Et vous avez cité Johnny Hallyday. J'ai dit que notre époque avait besoin de héros, que Johnny Hallyday avait reçu un hommage national. Moi, j'adorais cet artiste, que pour autant, il avait passé sa vie à vouloir obtenir différentes citoyennetés et différentes nationalités pour échapper à l'impôt. Bon. Et que non seulement notre époque avait besoin de héros, mais qu'elle avait aussi besoin de boucs émissaires. Ouais. Et que Cahuzac, lui, il avait reçu des coups de pied. Et qu'il était dans une position humaine qui était aujourd'hui extrêmement difficile. Vous n'avez pas échappé que Johnny Hallyday n'était pas ministre du budget et responsable du fisc français. J'entends bien, mais il ne m'a pas échappé non plus que le seul qui s'est vu condamné à de la prison pour une fraude de ce montant, c'est Jérôme Cahuzac, à raison du fait qu'il est ministre. Il ne m'a pas échappé non plus que, puisque j'ai appelé évidemment Johnny Hallyday, j'ai aussi évoqué Madame Bettencourt, puisque le ministère public a dit qu'il y a une rupture sociale. J'ai fait remarquer que le parquet ne l'avait pas poursuivi alors qu'il y avait une centaine de millions d'euros qui étaient planqués en Suisse. Et enfin, j'ai même fait appel à Saint-Pierre pour rappeler que Saint-Pierre, devant le SRPJ romain, avait à 3 reprises avant le chant du coq menti délibérément et que Cahuzac n'était pas le menteur le plus connu. Décision le 15 mai pour 15 mai, oui. Jérôme Cahuzac. Alain Acco, chef du service police-justice d'Europe 1, est face à vous. Alain,
Une question sur la justice antiterroriste. Vous l'avez pratiquée plusieurs fois en défendant le frère de Mohamed Merah, mais aussi il y a plus longtemps dans l'affaire Erignac en obtenant l'acquittement d'un professeur de Bastia qui avait été présenté comme le commanditaire. Acquittement obtenu en partie grâce à un PV trafiqué de la police. Oui. Le procès de Tarnac qui s'ouvre la semaine prochaine fera sans doute aussi l'objet de critiques pour les méthodes policières, pour des PV controversés. Est-ce que la justice terroriste en France est une justice comme les autres? Non, à l'évidence, non. Il n'y a pas que Tarnac d'ailleurs. Hein. Il y a les Iraniens aussi. Et puis il y a aussi cette affaire qui a connu son épilogue dans le gymnase de Fleury-Mérogis. Le réseau Chalabi. Le réseau Chalabi qui a donné quoi? C'est outreau chez les terroristes, hein. C'est un désastre absolu, complet, total. Ces 100 types envoyés dans des conditions absolument invraisemblables. Oui, bien sûr. Et puis, je pense que les choses ont changé. Enfin, je l'espère. Mais moi, j'ai connu la justice antiterroriste avec, comme chef de file, Roger Marion. À la police. À la police, oui. Avec des accusations proférées par l'un de vos confrères qui dit que dans le volet Erignac, par exemple, Finidori, il est allé déposer des explosifs chez Finidori. Il n'y a jamais eu d'assignation du ministère de l'Intérieur. La justice terroriste et les services antiterroristes ne sont pas des services de police comme les autres? La raison d'État leur fait faire des choses qu'ils ne devraient pas faire? Parfois. Il y a d'ailleurs des juges de l'antiterrorisme qui quittent l'antiterrorisme pour ça. Hein. Vous les avez salués lors de la plaidoirie du procès Merah. Vous avez parlé du juge Leloir qui était parti pour ne pas cautionner. Pour ne pas cautionner quoi, on va le dire. La police avait amené des documents découverts soi-disant dans une perquisition. Il s'agissait de Kraouch, qui était un islamiste présumé. Et puis c'est avéré que les documents en question émanaient de la police. L'un des policiers l'a dit. Il a été viré de la police. Viré de la police. Et le Loir n'a pas accepté cela. Et puis il a quitté la galerie Saint-Éloi. Et c'est son honneur, me semble-t-il. Éric Dupond-Moretti, le dictionnaire de ma vie chez Kero. Merci beaucoup. Pourquoi, une dernière curiosité, pourquoi au milieu de ces anecdotes, de ces souvenirs judiciaires, pour la plupart, vous publiez au milieu de tout ça, il y a le casier judiciaire du Front National. Je trouve que le FN tient congrès ce week-end. Parce que je les aime pas, monsieur Cohen, ça vous a pas échappé. D'accord. Mais... Parce que je ne... Alors, c'est à la lettre D, D comme dédiabolisation. Oui. Je ne crois pas à cela du tout. Je dis d'ailleurs que si le Front National est dédiabolisé, moi je suis moine. Merci Éric Dupond-Moretti d'être venu ce matin en direct au micro d'Europe 1.